Marseille, 25 avril 2020. Hervé Castanet lit l'un de ses textes. L'homme de Pablo. L'homme à écrire L majuscule, O majuscule, M majuscule. L'homme de Pablo. Pablo Picasso écrit en 1941 une pièce de théâtre, Le désir attrapé par la queue. Une lecture chez Michel Leiris a lieu en 1944, dirigée par Albert Camus. Les spécialistes la nomment farce théâtrale ou ubuesque. C'est une pièce effectivement sans queue ni tête. Des personnages énoncent des phrases où le sens commun, usuel, se dérobe. Certes, il est toujours possible, grosso modo, de le retrouver en forçant les mots et leur ordre. Est-ce utile ? Nous ne le croyons pas. Lisons le texte de Picasso qui est sans ponctuation. Le gros pied. Loignons, trêve de plaisanterie, nous voici bien réveillonnés et à point de dire les 4 vérités premières à notre cousine. Il faudrait s'expliquer une fois pour toutes les causes ou les conséquences de notre mariage adultérin. Il ne faut pas cacher ses semelles crottées et ses rides au gentleman rider, si respectueux soit-il des convenances. Ou ceci, le gros pied. Réflexion faite, rien ne vaut un ragoût de mouton, mais j'aime beaucoup mieux le miroton ou bien le bourguignon bien fait un jour de bonheur, plein de neige, par les soins méticuleux et jaloux de ma cuisinière, esclave, slave, hispano-mauresque et albuminurique, servante et maîtresse délayée dans les architectures odorantes de la cuisine. La poix et la glu de ses considérations détachées, rien ne vaut son regard et ses chairs hachées sur le calme plat de ses mouvements de reine. Notre question touche à la psychanalyse et à la poésie. Le désir attrapé par la queue de Picasso y trouvera sa place en impliquant le corps parlant, soit l'homme, L majuscule, O majuscule, M majuscule. Le réel propre à la psychanalyse. Jacques-Alain Miller, dans Choses de finesse en psychanalyse, titre de son cours de l'année 2008-2009, insiste sur le réel qui tient à la contingence. Rien ne cesse de s'écrire entre les sexes. Le réel est tout à la fois celui du non-rapport, c'est le réel qui se démonte comme impossible, et celui de la rencontre dans la relation amoureuse, c'est le réel de la modalité de la rencontre. Le réel comme impossible est le réel de la logique. Le réel de la contingence, par contre, désigne celui en propre de la psychanalyse. Choisir de nommer les formes de la rencontre contingente entre les sexes aux fins de tirer des conséquences cliniques de ce réel. Voilà une direction. En affirmant la contingence, nous faisons surgir l'acide qui détruit toutes les catégories établies, tous les comptages, tous les idéaux scientifiques qui, eux, énoncent et ne cessent d'énoncer le nécessaire, le possible et l'impossible. Miller conclura ainsi son cours. Cette fin-là, sans doute, il faut dire qu'elle-même est contingente. Il se pourrait que la fin de l'analyse ait la structure de la rencontre. Appliquons pour l'occasion cette thèse à notre doxa. En quoi et comment le réel de la contingence nous oblige-t-il à repenser notre savoir psychanalytique ? En quoi et comment cette contingence est-elle portée par l'acte de l'analyste ? Et si elle n'est pas portée par cet acte, alors c'est une contingence de seule rhétorique. En quoi et comment est-elle interne à la cure ? En affirmant avec la psychanalyse le réel de la contingence,
et il n'y a pas d'autre réel que la rencontre contingente entre les sexes, nous sortons du fatalisme du symbolique et des idéaux normatifs. Nous sortons tout aussi bien de l'imaginaire idyllique où le rapport sexuel se fait avec le corps seul, sans la tête, bref, sans le fantasme. Une conséquence, l'invention et la réinvention. Mais ces dernières, invention et réinvention, ne font pas ami-ami avec le réel. Elles le rencontrent, en souffrent, consentent ou pas en tirer des conséquences. Et l'une d'elles est justement que la vie n'est pas un songe. Ce réel de la contingence, appelons-le effet de poésie. Et du reste, Jacques-Alain Miller avait titré son cours de l'année 2002-2003 « Un effort de poésie ». Poésie. En quoi la poésie intéresse-t-elle la psychanalyse? Serait-ce au nom de la psychanalyse appliquée, chère au discours universitaire, c'est-à-dire de ce frottis-frottat littéraire dont se dénote le psychanalyste en mal d'invention, comme dit Lacan? Nullement. C'est à la fin de son enseignement que la poésie devient, chez Lacan, une référence déterminante pour la cure et sa terminaison. Dans son séminaire « Le moment de conclure », en 1977, il remarque que dire est autre chose que parler. L'analysant parle, il fait de la poésie. Il fait de la poésie quand il y arrive. C'est peu fréquent. L'enseignement de ces années-là ne limite pas la poésie à la seule position de l'analysant. L'analyste lui-même y est tenu, notamment dans l'interprétation. Lacan écrit, à l'aide de ce qu'on appelle l'écriture poétique, vous pouvez avoir la dimension de ce que pourrait être l'interprétation analytique. En effet, la coupure, la cassure qui font interprétation participent de l'écriture. C'est pour ça, précise Lacan, que je dis que ni dans ce que dit l'analysant, ni dans ce que dit l'analyste, il y a autre chose qu'écriture. Lacan ira jusqu'à poser que la pratique analytique, c'est aussi bien de la poésie. Il n'y a rien d'autre que de la poésie dans ce moment de la pratique analytique, dans ses meilleurs moments. Une belle référence se trouve à la fin de la scène 3 de l'acte 2 du désir attrapé par la queue. La tarte. Aïe, 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 aïe. La cousine. Aïe, 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 aïe. L'angoisse grasse. Ah, 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 ah. Et ça continue pendant un bon quart d'heure. Le gros pied en rêve. L'os de la moelle charrie des glaçons. La cousine. Oh, qu'il est beau. Aïe, 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 qui. Aïe, oh, qui. Aïe, aïe, aïe. Et aïe, 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 beau, beau. L'angoisse grasse. Ah, beau, beau. La tarte. Aïe, aïe, aïe. Je l'aime, aïe, 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 bobo, aïe, aïe, il l'aime, aïe, aïe, bobo, bobo. Le signifié, à entendre cette phrase, est démantibulé et seul le signifiant dans ces jeux, y compris sonore, qui trouverait sa pleine place si le texte était dit par un comédien, trouve sa voix. Le signifié s'évacue au profit d'une pure sonorité chantée avec sa métrique propre. La même démonstration se fait à la lecture du monologue du gros pied au début de l'acte 5. Crainte des sauts d'humeur de l'amour et humeur des sauts de cabri de la rage, couvercle mis à l'azur qui se dégage des algues couvrant la robe amidonnée de riches lambeaux de chair éveillés par la présence des flaques de pus de la femme apparue subitement étendue sur la couche. Le désir attrapé par la queue démontre, par sa réalisation qui est EST son écriture, dans l'exercice, le corps à corps avec la langue
ce qu'est la création d'un signifiant nouveau. Lisons alors la pièce comme un effort de poésie où l'analysant trouvera matière à ce qui immanquablement lui fait retour. Et toi, analysant, sauras-tu, comme les personnages de la pièce, celui qui consent à ça la langue en un seul mot, suivant la façon qu'a de produire ce terme Lacan, alors que tout le pousse à des élucubrations de savoir sur elle, afin d'oublier que c'est le mot et le mot seul qui cause la jouissance. Cause matérielle, disait Lacan à ce propos, citant le philosophe Aristote. Laissons au désir attrapé par la queue cette fonction. Le désir de chacun peut devenir diable, celui qu'on attrape par la queue. Mais oui, justement le diable qu'est la langue en un seul mot. Notre la langue en un seul mot est notre diable intime. La langue en un seul mot ne mise plus sur le Père, P majuscule. Elle ne le sauve plus. Restent les usages diaboliques de l'invention et de la réinvention du désir contre les lois des formatages, y compris oedipien, comme le livre le dernier chapitre du séminaire « Le désir et son interprétation », signé de Jacques Lacan. Lacan trouva un mot pour la langue en un seul mot attrapé par sa queue. Il disait le saint homme qu'il écrit avec l'ancienne orthographe du mot S-I-N-T-H-O-M-E. Il écrivait la bonne façon est celle qui, d'avoir bien reconnu la nature du saint homme, ne se prive pas d'en user logiquement, c'est-à-dire d'en user jusqu'à atteindre son réel, au bout de quoi il n'a plus soif. Lacan le dit très explicitement dans son séminaire, livre 23, justement titré Le Saint Homme. Cette courte pièce de Picasso, telle est notre thèse, use le Saint Homme jusqu'à isoler les faits de poésie comme réels. Et à ce réel, le corps vivant est impliqué. Le signifiant produit ses effets de jouissance sur le corps. Comme l'on dit, il l'affecte. Il produit le plus intime de ce qui fait, comme dit Lacan, événement de corps. La psychanalyse nous apprend que cette corporisation touche au plus intime du sujet, mais qui est aussi bien cet intime, son extime. Il y a inscription dans et sur le corps vivant. Cette trace, même si elle se collectivise dans l'après-coup, même si la pièce, le désir de Picasso est jouée, est d'abord et peut-être essentiellement une marque de jouissance corporéisée, donc propre, singulière à chacun. Telle est la définition du par-l'être dont Lacan proposera que ce soit le terme qui se substitue à l'inconscient, I majuscule, C majuscule, S majuscule, de Freud. Voilà un divertissement. La légende veut que la pièce de Picasso fut écrite en seulement 4 jours, qui n'est pas sans conséquence quant à l'homme, L majuscule, O majuscule, M majuscule d'aujourd'hui, y compris pour la cure analytique.